Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce dernier date avec un DRH. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme DRH Jessica, DRH de chez Ornicar. Donc, avant de commencer, Jessica, je vais te laisser te présenter, puis après, on passera aux questions des étudiants sur le chat. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Donc, je suis Jessica, j'ai 40 ans. Je suis la DRH d'Ornicar depuis 1 an et demi. Ornicar, c'est le leader de l'auto-école en ligne, donc le code et aussi l'examen pratique. Et puis, depuis peu, on a également une assurance auto pour tous les conducteurs. Donc, dans ma mission, c'est très large. C'est l'intégralité de toute la fonction RH. J'ai dû la créer from scratch, enfin, de rien. Désolée, je vais faire beaucoup d'anglicisme, donc il ne faudra pas hésiter à m'arrêter. Et donc, il y avait une personne quand je suis arrivée. Aujourd'hui, on est une douzaine. Et donc, j'ai à la fois le recrutement, j'ai une équipe qu'on appelle People Experience qui s'occupe en fait de tout le cycle de vie du salarié, de l'arrivée jusqu'à la sortie. Et puis, j'ai une équipe, dans la plupart des boîtes, on appelle ça Learning and Development, mais chez moi, c'est People Growth. Donc, c'est tout ce qui est formation et développement des carrières et tout ce qui est cycle de performance également. Et ensuite, j'ai 2 personnes qui ont un rôle de HR Business Partner, qui en fait sont des personnes comme des responsables clientèle au sein d'une équipe RH et qui en fait servent un groupe de clients. Donc j'ai une business partner spécifique sur les fonctions commerciales, on va dire tout ce qui est auto-école et assurance, et puis une D'accord. personne qui est spécialisée sur les fonctions développement et product et data. Ok. Merci. Du coup, vous pouvez commencer à poser vos questions. Ah, ben voilà, donc Louis te pose une question. Start-up ou grand groupe? Alors, en Icar, on est 250. Alors, on n'est ni l'un ni l'autre. Startup, c'est souvent vraiment petit, c'est la boîte qui se monte. On a un autre terme qu'on utilise qui s'appelle scale up. Donc, c'est-à-dire la startup qui s'est mise à l'échelle, qui a grossi. Alors, Nicar, ça a été fondé en 2013, une entreprise qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, notamment administratives, pour avoir le droit d'exister, parce que l'État et aussi les syndicats l'école l'ont interdit, l'ont attaqué. On a eu plus de 15 procès en 8 ans d'existence, qu'on a gagné, bien sûr, sinon on ne serait pas là, parce qu'on trouvait qu'on faisait de la concurrence aux auto-écoles classiques. Vous savez, les auto-écoles qui ont des agences dans la rue, quoi. Et nous, en fait, on arrivait de façon très agressive. Les fondateurs avaient 24 ans quand ils ont fondé la société. Donc, ils arrivaient vraiment avec beaucoup d'ambition pour révolutionner le monde très vieillot de l'auto-école. Depuis et alors que dans une auto-école classique, c'est 300. Donc aujourd'hui, on est 250, mais on a eu des paliers. On est resté bloqué à 50. Après, on a un peu grossi. On a fait des levées de fonds pour réussir à grossir. Et la dernière levée qu'on a faite en avril l'année dernière, c'était 100 millions d'euros. Et donc, c'était justement pour nous aider à développer notre produit, notamment d'assurance, et aussi à se développer à l'international. Ok. C'est une longue réponse. Ouais, non, mais intéressant, très intéressant. Édouard demande: qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier de DRH? Euh, Ça dépend des jours. Il n'y a pas de journée type. En fait, vous avez surtout reçu quoi? Des grands groupes ou des scale-up ou les deux? Les deux, les deux. Les deux. Ouais, En vraiment. fait, moi, je considère vraiment que notre job en scale-up, il est hyper différent de ce que peuvent vivre les gens des grands groupes. Parce qu'en fait, mon rythme, il est hyper, hyper rapide. Tout va très, très vite. C'est-à-dire que on ouvre des postes, on les ferme rapidement, on a besoin de faire rentrer vite des gens, on a besoin de mettre des programmes en place euh, voilà, rapidement. Je vais vous donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digital nomades, par exemple, donc des gens qui veulent plus être localisés à un seul endroit. Nous, on n'est pas forcément prêts pour ça, mais on a des candidats qui arrivent, qui nous intéressent et qui nous disent moi, je ne vis pas à Paris, je ne vis pas à Lyon, je vais juste voyager et puis je pourrais faire mon boulot sans problème, mais je vais voyager. Comment on encadre ça d'un point de vue RH? Donc, il y a ce côté très rythmé, très dynamique, en fait, où il faut tout le temps être hyper créatif et c'est ça que j'aime bien dans mon job, en fait. Voilà. La créativité. Et c'est pas forcément à ça qu'on pense au début quand on pense au job de DRH. Euh, le plus gros défi RH. Ouais. Est-ce que c'est mon plus gros défi RH hors Micard?
J'en ai fait pas mal. J'ai fait pas mal d'entreprises différentes. Tout est assez différent d'une boîte à l'autre. Je pense que ma dernière entreprise que j'ai faite, le challenge était assez dingue parce que en fait, je créais la fonction RH. La boîte avait 4 ans d'existence. Il n'y avait pas de RH du tout, même pas de recruteur, rien du tout. Donc, ils étaient tout seuls pendant 4 ans. Donc, vous pouvez imaginer les mauvaises pratiques qui peuvent être en place. Et la boîte existait déjà dans 7 pays. Donc, il y avait vraiment des sujets RH, juridiques, droit du travail dans 7 pays, notamment le Japon, Singapour, les États-Unis. Et donc, tout ça avec zéro structure RH. Donc, ça, c'était un énorme challenge qui était assez cool. Et du coup, maintenant, qui m'a vraiment préparée à être encore plus créative sur tous les autres challenges que je rencontrerai dans le futur. Okay. Je vais réactiver le son de ma classe parce que je sais qu'on a des invités qui ne sont pas dans la classe, donc ça doit être eux qui posent. Et je veux savoir s'ils n'ont pas des questions, parce que là, je ne vois pas d'ordi. Donc, à mon avis, on va leur demander s'ils ont des questions orales. Ah, mais le micro est coupé. Ils ne nous entendent pas, ouais. Bah si, ils nous entendent, mais du coup, c'est pour ça que je vais réactiver leur micro. Ah, est-ce qu'un profil international, c'est un atout aujourd'hui? En RH en fait, c'est assez dur d'avoir forcément le profil parfait. De toute façon, ça n'existe pas. Typiquement, quand j'ai rejoint cette entreprise précédente, je n'avais jamais travaillé avec le Japon, en tout cas pas comme ça. On ne nous demande pas, il faut savoir un truc, il faut vraiment se détendre par rapport à ça. On ne nous demande pas d'être un expert en tout. On nous demande de savoir s'entourer déjà, donc d'avoir les bons supports, les bons relais en local. Parce que voilà, quand on est sur autant de pays différents, bien sûr qu'on va devoir avoir des gens qui sont experts et qui vont nous dire quoi faire. D'avoir un peu cette culture, effectivement, de surtout pas essayer de franciser ce qu'on fait. Je pense. Ça, c'est un peu le danger. Je vais vous donner un exemple. Chez Ornicar, on avait l'Espagne. On a créé l'Espagne il y a 3 ans. On a mis en place des tickets restaurants et on a fait exactement ce qu'on faisait en France. C'est-à-dire qu'on a mis les mêmes montants. On a même utilisé la même boîte qui existait en Espagne aussi. Et c'était une cata parce qu'en fait, c'était pas légal en Espagne la façon dont on l'a fait. D'accord. Et voilà, juste on ne le savait pas, on n'a pas demandé. On s'est dit, bah oui, en France, on met 11 €, on va mettre 11 € en Espagne. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, effectivement, il y a ce besoin de se mettre au niveau à chaque fois et surtout d'avoir des bons contacts. Il y a des gens qui sont vraiment experts de ça quand on lance un pays. On ne vous demande pas, la DRH, de savoir tout ce qui se passe en Angleterre d'un point de vue légal, retraite, cotisation, machin. Vous prenez un comptable, un avocat qui va le faire pour vous, quoi. Okay. Du coup, on a réactivé le son. Et dans la classe, vous avez des questions, peut-être à l'oral? Alors, je pense qu'il faut en choisir un et peut-être diversifier les expériences. Est-ce une bonne chose ou un handicap sur son CV? Non, c'est toujours une bonne chose, pour moi en tout cas. Ce que je constate, moi ça fait 15 ans que je travaille, c'est clair qu'il n'y a pas du tout de profil linéaire. S'il y a un truc, à chaque fois je le dis, mais si j'avais eu 1 € à chaque fois que quelqu'un m'avait dit j'ai un profil atypique, je serais très riche aujourd'hui. Et je ne supporte pas cette expression, donc ne jamais dire atypique, ne jamais se mettre en défaut par rapport à un recruteur, si c'est clair. Donc il n'y a pas de règle. Je pense qu'il faut être, surtout pour un premier job, je ne sais plus, on est en Master 2? C'est un groupe de Master 2 du coup? Là, je ne sais plus. Master 1 ou Master 2? Bachelor. Master 1. Bachelor. Ah, bachelor. Bachelor. C'est clair que, en tout cas, pour un premier job en RH, moi, ma recommandation, surtout dans un contexte incertain comme aujourd'hui, c'est d'être super ouvert, de ne pas se fermer en se disant je veux absolument bosser. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, malheureusement. Au début, c'était je veux être RH chez L'Oréal. C'était mon rêve. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça, mais je n'ai jamais fait au final. Et heureusement. Et donc, du coup, je pense que faut être open. Il faut vraiment trouver la bonne opportunité avec notamment une bonne équipe. Moi, je pense que c'est ça qui compte pour un job. C'est des gens qui vont vous entourer, qui vont vous apprendre des choses parce que même quand on sort de diplôme, on est avant tout un potentiel. On n'est pas des compétences hyper applicables immédiatement. Et donc, voilà, typiquement, je sais qu'il y a un job qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément bonne presse et c'est dommage, c'est le job de recrutement. Et en fait, c'est super important de savoir comment ça fonctionne et c'est un super point d'entrée.
Donc, on peut très bien commencer par faire du recrutement, puis ensuite faire de la formation, etc. Ne pas se dire, oh, je veux être généraliste RH en junior. À mon sens, ma vision en tout cas, c'est que c'est hyper rare. Ce qu'on appelle généraliste, quand vous arrivez dans le monde du travail, ça veut dire faire de l'administratif pur. Et donc, c'est pas forcément comme ça qu'on apprend le plus de choses. On apprend des choses en administratif, c'est clair, mais on va pas forcément avoir un truc très global de la fonction, je pense. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de carrière type toute tracée. Non. Hein. Ouais. Du tout, et alors surtout pas dans mon environnement. Donc, nous, Ornicar, on est une boîte tech, donc on fait partie d'une organisation qui s'appelle la French Tech. C'est 120 boîtes qui sont repérées par le gouvernement comme étant les fleurons de l'écosystème digital français. Les profils sont ultra variés. Dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont fait de la psychologie, j'ai des personnes qui ont fait du marketing après leur diplôme et qui aujourd'hui sont recruteurs. Donc, voilà, tout est hyper ouvert. Ok. Est-ce que c'est pas propre à la tech, ça, d'avoir… Si, alors c'est assez vrai. Alors, pour commencer sa carrière, oui, c'est vrai. Nous, on est assez ouverts là-dessus parce qu'en fait, on recrute vraiment des potentiels, des gens qui ont un état d'esprit particulier, je pense. On aime la curiosité intellectuelle, les gens qui aiment le challenge, les gens qui sont flexibles aussi, qui sont très curieux. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui marche le mieux, je pense. Après, à l'inverse, dans les grands groupes, faut pas non plus… comment dire, en dire du mal, parce que Oui. pour le coup, j'ai travaillé notamment chez Orange, c'est les carrières les plus diversifiées que j'ai vues, c'était chez Orange. C'est-à-dire que vraiment, les gens faisaient des jobs complètement dingues. Ils passaient de contrôle de gestion à communication sans aucun problème. Et il y avait vraiment cette notion qui aussi était liée au fait que c'était une entreprise publique. Donc, il y avait beaucoup de mobilité interne qui était faite dans ce sens-là. Mais voilà, il n'y a pas de… Effectivement, la carrière linéaire, ça n'existe plus. Hein, ça, c'est clair et net. D'accord. Là, je vois donc Sylvie, donc c'est la classe, qui nous demande DRH, c'est le plus beau métier du monde. Alors, je vais bientôt être maman, donc c'est peut-être ça le plus beau métier du monde. Moi, en tout cas, c'est clair que je ne me vois pas faire autre chose, ça c'est certain. Après, je le dis souvent aussi, c'est pas fait pour tout le monde. C'est une posture qui est assez spéciale, où à la fois on a un rôle où on fait partie de la direction. Donc, on doit prendre des décisions difficiles. On n'est pas populaire. Je le dis aussi souvent, si j'avais voulu être populaire, je n'aurais pas fait ce job. Cela dit, il y a d'autres jobs qui sont pas populaires. Hein, ce n'est pas le pire non plus. Mais après, voilà, c'est chouette aussi parce qu'on fait, surtout dans notre écosystème, on a un impact très immédiat sur la vie des gens. C'est-à-dire qu'on met en place des projets, on met en place des formations, des avantages sociaux, etc., qui font que voilà, ça change la vie des gens aussi au quotidien. Encore une fois, peut-être nous encore plus dans les scale-up parce qu'on va très vite, on est aussi des locomotives en quelque sorte de certaines avancées. Je pense notamment, là récemment, il y a un projet qui se passe au niveau du ministère des Finances pour plus de diversité hommes-femmes dans les entreprises. Bizarrement, ils n'ont pas discuté avec le CAC 40, ils ont discuté avec nous parce qu'ils savent qu'on est plus avancé, en toute humilité. Ouais. On est plus avancé sur ces sujets. Et donc, voilà, ils ont produit un rapport sur nos pratiques en interne dans nos boîtes. Ou qu'est-ce qu'on fait en plus, parce que ce n'est pas du légal, ce n'est pas des obligations légales ce qu'on fait. On va juste au-delà parce qu'on a besoin d'attirer des gens, on a besoin de les garder, de leur donner envie de rester avec nous. Et quoi de mieux pour ça que de leur fournir une expérience employée vraiment au top. Donc, c'est très inspiré, vous savez sans doute ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, eux, ils n'ont pas de légal, ils n'ont pas de protection. Nous, on en a en France. Je pense par exemple au congé parental, au congé second parent, qui date d'il y a 1 an. C'est une super avancée, mais en fait, quand on regarde un peu le détail, ça ne va pas super loin. La loi nous dit de faire un truc, mais ça ne va pas super loin. Et nous, on a décidé, par exemple, qu'on paye le congé second parent, c'est-à-dire 30 jours d'absence d'un salarié entièrement. On maintient le salaire, on fait la subrogation auprès de la Sécu, donc la personne, c'est transparent, elle n'a pas de perte de salaire. Alors que si on appliquait la loi, ça serait 89 € par jour maximum. Donc, c'est une vraie perte de salaire pour les gens. Et donc, voilà, on essaie d'aller vachement plus loin que ce que le légal nous demande de faire. Et en ce sens-là, c'est peut-être effectivement un chouette métier. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Là, j'ai une autre question, peut-être un peu plus. Full remote. Ouais, full remote. Pour ou contre? Alors, moi, je suis full remote. Je le suis. Donc, évidemment que je vais être pour. Je suis basée à Lyon et il n'y a personne à Lyon dans ma boîte. Voilà. Donc, j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai aussi bénéficié de l'effet Covid puisque j'ai été recrutée en 2020 et qu'on n'a pas eu le choix à l'époque. Et je pense qu'on a été des entreprises où
on a dû switcher très vite et surtout, on a su tirer profit de ces mésaventures, je dirais, puisqu'en fait, on était plus prêts sans doute que les autres. Je pense notamment à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Leurs 2000 agents n'avaient pas d'ordinateur portable. Forcément, les pauvres, quand il a fallu faire du télétravail, ils étaient juste pas prêts. Nous, déjà, bien sûr qu'on est tous on a tous nos ordi portables, mais on a aussi énormément d'outils. Ça faisait déjà 4 ans que Ornicar fonctionnait avec pas mal d'outils remote, donc notamment ce qu'on appelle des outils de knowledge management, où on a vraiment une banque d'infos en ligne, comme une espèce de gros intranet avec toute la documentation sur tous les sujets, RH, mais tous les autres sujets aussi. On pratique également ce qui s'appelle l'asynchrone, le travail en asynchrone. Ça veut dire que ma journée n'est pas rythmée par des réunions en permanence comme c'était le cas avant le Covid. J'ai des moments de focus time, par exemple tout à l'heure, de 14h à 16h, je n'ai pas de rendez-vous. Ça ne se passait pas avant, quand j'étais au présentiel, au bureau en permanence. Aujourd'hui, j'ai le luxe d'avoir ça, d'avoir ces moments-là où je peux vraiment produire, faire, notamment travailler sur de la documentation, travailler sur des sujets RH, des sujets juridiques. Donc oui, pour le full remote, parce que le full remote, surtout dans un contexte avec de l'asynchrone, c'est juste en termes de confort de vie, charge mentale, tout ça, c'est juste le jour et la nuit. Mon employeur m'a mis à disposition tout un tas de moyens pour aussi que je vienne régulièrement à Paris d'un point de vue très confortable. Donc je le fais. Mais c'est ce qui me permet aussi, en étant enceinte de 7 mois, de continuer à travailler, de ne pas être dérangée, de ne pas avoir 2 heures de transport par jour. Donc, c'est assez cool. Et chez Ornicar, aujourd'hui, on est 30 personnes à peu près, comme moi. Donc, c'est un vrai parti pris. Et ça nous a ouvert le champ des possibles sur les tas de fonctions. Il y a un job dont j'aime bien parler, c'est qu'on a un expert en sciences cognitives chez Ornicar, donc les sciences de l'apprentissage. Et cette personne, elle est basée à Toulouse. Et dans l'ancien monde, avant 2020, on l'aurait rencontré, on se serait dit trop bien, on a trop envie que tu viennes, mais tu dois venir t'installer à Paris. Et ça n'aurait pas marché. Le mec, il a 35 ans, il est à Toulouse, il a sa famille, il ne va pas bouger. Enfin, surtout, traditionnellement, j'ai fait ce métier pendant très longtemps pour savoir que dans le sud, les gens ne bougent pas du tout. Donc, les gens qui sont à Nice, Toulouse, etc., c'est mort. Et là, c'était fantastique, puisqu'on s'est dit, super, tu commences le 2 août, sans souci. Et du coup, il est basé à Toulouse depuis 1 an et ça marche très, très bien. Donc aujourd'hui, on est un peu basé partout. On a des gens dans les Landes, on a des gens à Toulon, on a des gens à Marseille, etc. Et ça marche. On est très content de ça. Ouais, donc c'est plus facile d'avoir des talents, d'acquérir des talents comme ça. Ça change la vie sur les métiers, justement, où à la fois, c'est des métiers très tendus. C'est souvent notre cas chez nous. On a la moitié de notre job, c'est ça, en fait. Donc, c'est les gens qu'on s'arrache tous. On cherche tous à les recruter, les devs, etc. C'est des gens qui ont l'embarras du choix. Donc, qu'est-ce qui les empêche d'aller vivre à Annecy pour vivre de leur passion et pouvoir grimper tous les week-ends, etc. Avec nous, ils savent que c'est possible et ils peuvent totalement faire leur job depuis chez eux en permanence. Après, à tempérer, je sais que d'un point de vue, c'est pas fait pour tout le monde en termes de personnalité. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Voilà. Nous, en fait, on recrute. On a les deux. On a soit des gens qui sont déjà en full remote, donc du coup, ils ont leur orga, comme moi, j'ai mon bureau, etc. chez moi. Et il y a des gens qui sont à Paris et qui en ont assez et qui veulent partir. Et du coup, ils partent en remote avec nous. Donc voilà, on les embarque aussi, on leur montre que c'est possible, que ça marche bien et que ça peut être une expérience positive. Ok. Bon. Et mon next step, c'est le work from anywhere. Ça, j'y suis pas encore. Mais voilà, mon rêve, c'est d'arriver à faire ça. Donc, effectivement, de pouvoir laisser partir les gens à l'étranger, notamment, et de bosser depuis l'étranger quelques mois par an, pas forcément toute l'année, parce qu'après, il y a des soucis fiscaux et tout ça. Mais il y a des boîtes qui se sont mis à faire ça. Alan le fait, par exemple, l'assurance santé. Ouais, et Payfit aussi, en fonction d'un certain niveau d'ancienneté aussi. Hein. C'est pas pour tout le monde non plus. Mais ça peut être assez sympa. Et pareil, en termes à la fois d'attractivité des profils, c'est top, et aussi en termes de rétention, puisque du coup, c'est une vraie différence pour les personnes qui peuvent du coup aller bosser de n'importe où. Non, c'est sûr. Là, tu vois, du coup, j'ai une question. C'est une question un peu cliché, mais c'est bien. Pourquoi tout le monde, ou presque, déteste ou au moins n'apprécie pas les DRH? Je l'ai vu. Parce qu'ils ne me connaissent pas, bien sûr. Ils ne m'ont pas eu moi. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est un gros cliché. À titre perso, moi, j'ai fait quand même beaucoup d'entreprises différentes. Parfois, je suis contactée 6 mois, 12 mois après par des anciens salariés qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à les résoudre et ils me demandent à moi. Donc, je n'ai pas l'impression que je suis le gros démon, en tout cas, qu'on veut croire.
Je pense que d'une manière générale, il y a déjà le job de dirigeant qui n'est pas populaire. Encore une fois, ce que je disais, c'est difficile. It's lonely at the top, comme on dit. Et donc, on prend des décisions difficiles, on prend des décisions qui ne font pas plaisir. On dit non aussi. Donc, ouais, notre job, c'est effectivement de pas. C'est pas un job de service nécessairement où on doit dire oui à tout parce que ça ne marche pas. On met des règles en place, ça ne plaît pas non plus. Voilà, on doit aussi gérer, mais ça aussi, je pense que c'est une vision un peu parcellaire, c'est-à-dire qu'on aide les managers, on aide la direction à mettre en œuvre leurs décisions. La réalité, c'est qu'il ne faut pas croire, ça c'est un cliché aussi, de penser que, par exemple, moi, dans mon coin, j'ai la tête de quelqu'un qui ne me revient pas et du coup, je vais agir contre lui. Ce n'est pas du tout vrai. 250 personnes, je ne les connais déjà pas toutes. En revanche, le manager va dire, voilà, j'ai un problème, cette personne ne respecte pas ses horaires, ne fait pas son travail, etc. Comment on fait? Mon job, ça va être effectivement de le conseiller et de mettre en œuvre potentiellement une procédure disciplinaire, voire un licenciement. Donc, ce n'est pas moi qui ai pris la décision, mais je vais l'aider à le faire. Mais après, il y a des entreprises où c'est volontaire, peut-être aussi en termes d'image, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que les entretiens disciplinaires se feront avec les RH. Ça déshumanise complètement le truc, bizarrement, et surtout, ça enlève la responsabilité du manager. Dans les scale-up, dans notre pratique, c'est au contraire de responsabiliser les managers à fond. Les managers sont des relais RH, en fait, et donc ils doivent assumer leurs décisions. Tu veux faire partir quelqu'un, tu considères que la personne n'est pas au niveau, le prononcer de la décision, c'est toi qui vas le faire. Tu vas être accompagné par un RH, mais ce n'est pas le RH qui va dire vous êtes licencié. Ouais. Ok. Là, je reviens un peu à la classe. Une question peut-être, du coup, que Sylvie pourrait nous écrire. Question? Pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment. Bon, on continue sur celle du chat. Oui, il y en a d'autres. Est-ce que les enjeux de transition écolo au sein de l'entreprise doivent être portés par les DRH? Spontanément, non. De la même manière que tous les enjeux RSE, d'une manière générale, tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise, que ce soit écolo, diversité, impact, tout ce qu'on veut. Moi, je mets un point d'honneur en fait à ne pas être le Don Quichotte dans mon coin et à me battre contre des moulins à vent. Donc, ces sujets-là, ils doivent être portés par les dirigeants. S'ils ne sont pas portés par les dirigeants, c'est un coup d'épée dans l'eau et c'est de la com. Voilà, c'est un peu tranché ce que je dis, mais après, ça dépend de la taille des entreprises. Par exemple, il y a des entreprises qui commencent à dépasser les 1000, 2000 personnes, qui ont des personnes en charge de ça, qui s'appellent des Chief Impact Officers, et qui ont ce rôle. Mais ils ont ce rôle parce que le dirigeant leur a donné et parce que le dirigeant se dit « Ok, ça prend tellement de place dans mon organisation, dans mon business, que j'ai besoin que quelqu'un le fasse pour moi. » Chez nous, en ICAR, ce n'est pas le cas. C'est très drivé par la direction. Et après, on a des relais, bien sûr. Moi, par exemple, mes sujets, c'est pas tellement le green parce que Ornicar, on est une entreprise dans la mobilité. Donc, les enjeux green, c'est pas juste des problématiques de mail et de serveurs c'est pas ça. C'est vraiment les émissions carbone et tout ça. C'est passer notre flotte de véhicules à l'électrique. Enfin, c'est des enjeux beaucoup plus business et donc ça rentre pas chez moi. Mais chez moi, ce sera plutôt les sujets de diversité et inclusion qui font partie de la RSE. Mais je le fais parce que j'ai le support de mes dirigeants. Je ne le fais pas parce que c'est mon petit projet à moi et ça me fait plaisir de bosser dessus. Ça, c'est peut-être un luxe que j'ai, mais quand je cherche un job, c'est ce que je cherche aussi à voir. C'est est-ce que mes sujets vont être soutenus par les dirigeants et que ce ne soit pas juste moi dans mon coin qui ait des projets de passion, des vanity projects, comme on dit en anglais, juste pour me faire plaisir. Ça, c'est le pire truc parce qu'en fait, c'est vraiment... c'est du washing en fait. Donc, et ça, nous, typiquement, chez Handicap, on ne veut pas du tout le faire. Donc, le green, vous allez en entendre parler bientôt parce qu'on a pas mal de projets qui sont en cours. Mais on veut que ce soit quelque chose vraiment... on ne veut pas que ce soit en plus de ce qu'on fait, mais que ça fasse partie de notre proposition de valeur. Ok. C'est bien clair. Tiens, là, Benjamin te demande ton plus gros coup de gueule RH. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Ça veut dire quoi truc qui m'agace ou... Peut-être quelque chose sur lequel, oui, un sujet ou quelque chose qui a apporté une réaction un peu vive, quelque chose qui t'a fait réagir. Voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Hein.
coup de gueule RH? C'est dur. J'imagine. Non, ouais, peut-être que je dirais, bon, c'est peut-être un peu abstrait, mais effectivement, en ce moment, il y a une espèce de mode où on cherche beaucoup de RH, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de boulot, notamment des startups, des scale-up qui se disent on est 20, mais on va vouloir prendre un RH tout de suite. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que tout le monde perd son temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, mon coup de gueule, ça serait effectivement, oui, vous avez besoin des ressources humaines, c'est clair, mais posez-vous pour savoir ce dont vous avez besoin. Ouais, absolument. Et en fait, quand j'étais en recherche d'emploi en 2020, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs. Et c'était un peu frustrant parce qu'en fait, on voyait bien que tout le monde fait ça. En fait, les gens se disent, j'ai besoin de quelqu'un, je ne suis pas sûre de ce que je veux, mais alors je vais en rencontrer plein pour me faire une idée. Et donc, je vais en rencontrer parfois 20, 30. À la fin, mes idées sont encore plus confuses. Ouais. Et il y a autant de personnes il y a autant de personnalités qui vont matcher avec vous ou pas. Donc, c'est assez compliqué, tout le monde perd son temps. Donc, j'ai fait un podcast là-dessus il y a 1 an sur comment on recrute son premier RH et pour donner justement un peu des conseils parce que souvent, il y a des entrepreneurs qui me contactent directement sur LinkedIn pour me demander tiens, comment je fais? Est-ce que tu connais quelqu'un? Tu pourrais me recommander quelqu'un? Et quand je le fais, je me rends compte qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc je vais pas. Moi, j'ai créé une communauté de RH il y a 7 ans maintenant, donc j'ai un réseau assez étendu là-dessus. Mais on est tous tellement sollicités que je ne vais pas me casser la tête à partager une annonce, alors même que je sais que ça plaira à personne, parce que le dirigeant n'a pas fait le boulot en fait de rédiger ce dont il a besoin, quoi. Ouais. Et un truc qui a marché chez Ornicar pour moi, c'est que premier entretien avec le dirigeant, il faut savoir que le dirigeant, il a 33 ans, donc il a 7 ans moins que moi, enfin, il est très jeune. Donc, c'est toujours impressionnant d'échanger avec des gens comme ça qui ont juste une réussite de dingue et qui ont besoin de vous pour travailler. Et en fait, il m'a vraiment, bien sûr, convaincu en 1 heure d'appel. Et après, il m'a envoyé 4 pages de qui on cherche. Et il avait vraiment rédigé, pas juste une annonce, il avait rédigé 4 pages, ouais, tout simplement. Et en fait, il avait rédigé ce qu'on appelle une scorecard. Je ne sais pas si vous avez fait les cours de recrutement, mais voilà, la scorecard, c'est l'exercice vraiment clé pour se dire qu'est-ce qu'on cherche, les compétences plus le savoir-être, savoir-faire, le nombre d'années d'expé, le niveau de langue, ce qu'on veut, enfin bref, qui on cherche. Et eux, ils n'avaient pas juste fait ça sur un... Nous, aujourd'hui, quand on recommande aux managers de le faire, on a un modèle hyper cadré pour que les gens soient très concis. Et à l'époque, ils ont plutôt fait ça sur 4 pages. Et j'ai trouvé ça super parce que justement, ils ont écrit en toutes lettres, notamment en termes de posture, en termes de personnalité. Ils cherchaient qui. Et j'ai trouvé ça hyper différenciant parce que personne n'ose le faire. Voilà. Ouais, parce que forcément, ça ferme des portes. Bien sûr. Ouais, mais du coup, c'est quelque part une certaine forme c'est très strict en fait. Parce que ça va dire on cherche une personne A et la personne B ne va pas correspondre. Et pareil, en tant que candidat, on va se projeter ou pas dans ce qu'on lit en fait. Mais en même temps, est-ce que c'est le but c'est de se projeter ou pas? Tout le monde gagne du temps. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, on est tellement sollicité. Il y a plein de boîtes sympas qui existent, mais l'enjeu, c'est de savoir est-ce que ça va être le bon match pour nous en fait. C'est ça. C'est comme dans une relation. En fait. Ouais, non, mais complètement. Il nous reste 10 minutes, donc on a bien avancé. Là, j'ai une dernière question, et puis après, moi, j'aurai une question à te poser un peu plus générale. Donc là, la question de Emma, c'est y a-t-il vraiment eu un avant et un après crise Covid dans le monde de l'entreprise, à part la question du télétravail, qui, je pense, c'est vrai, est souvent abordée quand on pose cette question, ou est-ce qu'au final, le monde d'après, c'était juste une utopie? Le monde d'après, ouais, c'est vrai que c'est un grand mot. Ouais. Alors, c'est certainement pas uniquement lié au Covid. Mais c'est un truc que je constate depuis pas mal d'années, c'est vraiment le niveau d'exigence de la part des candidats vers leur employeur, et ce que je trouve très positif pour le coup, parce que en fait, c'est quelque chose qu'on voyait vraiment en tech, mais aujourd'hui qu'on voit chez tout le monde. Et je trouve ça super. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des attentes très fortes sur voilà, qui est mon employeur, est-ce que je suis alignée avec ses valeurs, est-ce que c'est un job qui me plaît, et si ça me plaît pas, je suis prêt à le lâcher. C'est le fameux phénomène de la grande démission. Grande démission, pardon, et qui fait que du coup, même dans des pays où il n'y a pas du tout de sécurité de l'emploi, les gens n'hésitent pas à quitter leur job du jour au lendemain parce que voilà, soit ils ne sont pas alignés avec le produit, avec les valeurs, avec les dirigeants,
et ce niveau d'attente qui était très fort déjà en tech et qu'on vivait avec les populations du développement, aujourd'hui, on le vit avec tout le monde. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous oblige à mettre la barre haut aussi pour tout ce qu'on fait. Donc, et pas uniquement sur le télétravail, parce que c'est vrai que le télétravail, le fait que nous, on est très avancé là-dessus, ça nous permet de gagner certains candidats que nos concurrents n'arrivent pas à garder. Mais le télétravail, c'est pas une fin en soi. C'est parce que c'est sympa le télétravail. À la fin, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas le droit à la déconnexion, si vous n'avez pas plein de choses, c'est un cadeau empoisonné en fait. C'est comme les congés illimités. On peut mettre plein de trucs en place, mais à la fin, si ouais, vous avez des congés limités, mais vous êtes obligé d'être tout le temps connecté sur votre ordi parce que vous êtes sollicité en permanence, c'est pas une bonne expérience et vous finirez par partir. Donc, je dirais au moins ça. Ouais, c'est pas forcément le monde d'après, mais en tout cas, ce niveau d'exigence et ces attentes qui nous obligent à level up et à faire du plus est quand même un truc super positif. Ok. Ouais. Il reste 6 minutes. Du coup, je vais demander s'il y a une dernière question et sinon, moi, j'en ai une pour les élèves. Non, toujours pas de questions. Du coup. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner à eux qui sont en bachelor et qui vont sans doute continuer en M1, M2 donc pas encore sortis de leurs études, mais voilà, afin qu'ils aient peut-être un tips pour continuer. Alors, je l'ai déjà dit un petit peu au début, mais clairement, l'ouverture d'esprit sur le type de job. Il y a plein de jobs que vous connaissez sans doute pas, qui pour nous sont juste cruciaux et que malheureusement, voilà, on n'a pas forcément la visibilité parce que ce qu'on a donc côté enseignement et après la vie de l'entreprise, c'est un peu différent. Puis surtout, les organisations évoluent tellement vite qu'il y a des besoins qui se créent en fait. Enfin, le job d'office manager n'existait pas il y a 6-7 ans, le chief impact dont je parlais non plus. Donc rester très ouvert. Et puis bien regarder ce qui se passe dans notre écosystème, effectivement, parce que c'est nous qui recrutons énormément. Et je pense qu'on offre en tout cas des perspectives de carrière et d'évolution. Enfin, 1 an chez Ornicar, c'est 3 ans ailleurs, clairement. Donc, on apprend énormément de choses, on fait plein de choses hyper stylées. Après, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, si on a cette ouverture d'esprit et cet état d'esprit, c'est vraiment le bon environnement pour vous. Donc, le tip, c'est regarder ce qui se passe dans ce qu'on appelle les entreprises donc du French Tech 120. Un des meilleurs sites pour ça, c'est Welcome to the Jungle. C'est là où on met toutes nos offres. Mais voilà, filtrer par taille d'entreprise pour voir un peu les boîtes de 100, 200, 300 personnes, ce qu'elles font. Parce qu'on a des beaux jobs RH à pourvoir. Pour vous donner une idée, là, nous, on cherchait donc des personnes côté People Experience. Donc, je t'expliquais, c'est la vie du salarié, en gros. Ouais. On a mis 8 mois pour trouver quelqu'un. Voilà. On a vu beaucoup de gens, hein, mais on ne les a pas pris parce que ce n'était pas au niveau. Donc, il y a du boulot. Ok, ouais. Donc s'intéresser, faire un peu de veille, rester ouvert. Ok, merci beaucoup en tout cas. Se challenger, je pense que s'il y a un truc que je remarque malheureusement, et c'est pas du tout une question d'âge, parce que ça peut être des gens, il y a des gens très seniors qui sont hyper agiles et d'autres plus jeunes qui ont envie de faire du copier-coller de ce qu'ils ont appris. Et voilà, ce qui est différenciant, c'est de vous, en tout cas, d'être prêt à voir de nouvelles pratiques et à se dire ce que je fais depuis 3 mois n'est peut-être pas forcément la meilleure façon. Voilà. Se challenger, avoir envie de se moderniser. J'ai pas de meilleur mot pour ça, mais il y a peut-être un truc plus stylé à dire que ça aujourd'hui. Mais et ça, c'est vrai que c'est vrai à tous les âges. Et c'est ce qui fait en fait que même quand on est, moi je fais partie des plus âgés de la boîte, mais je pense que ça me plaît de continuer à me challenger et à pas faire les choses exactement comme je l'ai fait dans mes boîtes précédentes, quoi. Ouais. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris. Merci pour l'invitation. Et puis, merci à vous aussi d'avoir été présent, d'avoir écouté vos questions pour le chat. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.